J'aimerais ça qu'on tombe directement dans le vif parce que c'est ce qui a déterminé tout ce que vous avez fait dans toutes les dernières années. Est-ce que c'est dur encore pour vous d'en parler de cette journée-là? Tout d'abord, êtes-vous à l'aise? Est-ce qu'on plonge? Est-ce qu'on revienne au 23 juin 2002? Non, c'est sûr que je vais peut-être avoir des motons à l'occasion, puis c'est tout à fait normal, parce que Julie et moi, on avait une relation particulière, très, très proche l'un de l'autre. Et non, c'est quelque chose aujourd'hui que j'ai apprivoisé. Et c'est quelque chose qui est indispensable à faire, parce que dans le fond, ça guide aussi beaucoup de parents qui perdent un enfant vers une reconstruction de leur vie. Il est-tu prêt? Okay. Voilà. Excusez-moi, j'ai eu un problème technique. Il y a un de mes chiens qui s'est comme blessé en même temps que vous parliez. Bon. Okay. Mais là, tout semble correct. Tout semble réglé. Mon conjoint vient d'arriver. OK, bon. Fait que ça semble être correct. Donc, en 2002, après que Julie est assassinée, on se souvient, les gens qui ont suivi à l'époque, ça fait quand même 22 ans, là, les gens qui ont suivi à l'époque, on sait qu'on était une dizaine de jours sans savoir ce qui est arrivé de Julie, même si ma conjointe et moi de l'époque, on avait vraiment la certitude que quelque chose de grave est arrivé. Dans les premières journées de sa disparition, j'avais comme une communication spirituelle avec Julie qui me laissait croire que ma vie allait changer à partir de cet événement-là. Et quand on a trouvé son corps le 1er au 2 juillet, on savait ce qui est arrivé. C'était un choc quand même de l'apprendre, surtout qu'elle avait été assassinée, qu'elle avait été agressée sexuellement. Et là, je suis parti en moto une semaine ou deux après. Son service religieux a eu lieu le 6 juillet. Et là, je suis parti en moto après. Pour une dizaine de jours, j'étais au Lac-Saint-Jean, en Gaspésie. Puis quand je suis revenu à la maison, j'ai dit à ma conjointe de l'époque, je sais où Julie m'amène. Ma vie va aller ailleurs maintenant. Puis je n'ai jamais regardé en arrière. Je n'ai pas été au procès du criminel. C'est un ami avocat qui était à Montréal qui a suivi le procès. Et pour moi, là, c'était quelque chose qui était fermé, qui était réglé. Je faisais confiance en justice, même si à l'époque, on se souvient, tout ce qu'on a reçu comme aide du gouvernement, c'est un chèque de 600 $ pour enterrer Julie, alors que c'est un récidiviste qui sortait de prison, qui a assassiné Julie. Donc, il y avait une responsabilité de l'État. Je trouvais que l'État s'en était tiré à bon compte. Et le fait aussi que lorsqu'il y a eu des modifications dans les procédures judiciaires, ça a toujours été les médias qui me l'ont pris, rarement l'avocat de la Couronne. Donc, je me suis comme encore une fois, lors de votre émission du Trisac et à Martineau, comme quoi on y reviendra tantôt, là, parce que c'est pas nouveau. Mais pendant toute cette attente-là, vous le saviez comment que ce qui est arrivé à Julie? Parce que vous dites, là, elle est disparue. Elle a commencé par être... elle a disparu le 23 juin. Son corps a été retrouvé plusieurs journées par la suite. Mais toute cette attente-là, vous disiez que vous étiez comme en communication avec elle. Vous le saviez qu'elle était morte? Sa voix intérieure. Sa voix intérieure m'habitait tous les soirs que quand je vais au lit, j'ai quand même toujours une pensée pour mes proches, pour mes amis, ceux qui sont partis, ceux qui sont malades. Et j'avais une voix intérieure qui me disait, papa, je suis bien où je suis là, dis-le à maman. Puis papa, je prépare ta prochaine mission. Elle me disait ça tous les soirs. Puis quand je regardais le plafond, je voyais comme une espèce d'aura éclairée, une lumière. Puis c'est comme si Julie était dans notre chambre à coucher, puis qu'elle préparait tranquillement son départ définitif. Et lorsqu'on a trouvé son corps, elle m'a dit, papa, je suis morte pour toi. Regarde, tu vas t'occuper maintenant de violences faites aux femmes. Je dirais, c'est aussi clair que je te parle là. Oui. C'est pour ça que lorsqu'on a trouvé son corps, puis qu'on a su qu'elle avait été assassinée, c'est sûr que le choc pour des parents, c'est une porte qui ferme, puis tu sais que tu ne la verras plus jamais. Mais quelque chose me disait, on s'attendait à ça. Une fille de 27 ans qui réussit. Vous aviez votre autre fille Isabelle aussi, un garçon, votre conjointe. Vous, c'était clair pour vous. Vous, dans votre tête, vous aviez cette communication, mais pour le reste de la famille, ils vous traitaient-tu de fou? Est-ce qu'ils vous croyaient? Ça ressemblait à quoi? Ma conjointe n'a jamais eu de doute. Elle savait que, de par ma formation, de par mon expérience dans le domaine politique,
dans le domaine judiciaire parce que j'ai été quand même une dizaine d'années directeur de la conservation de la faune. Donc, je savais c'est quoi un palais de justice, je savais c'est quoi une procédure judiciaire parce que comme agent de la paix, on en faisait, comme boss d'agent de la paix, on faisait beaucoup de procès pour les braconniers. Donc, j'étais habilité à parler aux politiciens. Oui, donc, mais avant ça, là, quand vous disiez, dans l'attente, quand vous disiez que Julie vous parlait, vous étiez en communication, c'était dans votre famille, là, vous étiez à l'unisson à ce moment-là? Oui. Tout le temps? C'est sûr que j'en parlais pas autant que j'en parlais avec ma conjointe, mais quand les enfants ont appris que j'allais créer une association, M. Bolduc, qui est le père d'Isabelle, qui est assassiné à Sherbrooke en 1996 par 3 récidivistes, m'a contacté. Et le premier combat que j'ai mené à Sherbrooke, les gens vont s'en souvenir, c'est sur les caméras de surveillance. Oui. Julie a été enlevée à 10 pieds d'une caméra de surveillance, mais à l'époque, les caméras de surveillance ne prenaient du vidéo que si un crime avait été commis ou si quelque chose de grave est arrivé. Et la personne qui faisait de la vidéoconférence faisait aussi le 911. Donc, il y avait eu un appel au 911 parce qu'il avait entendu des bruits sur les rues de Wellington, parce que le criminel est parti avec le véhicule de Julie, a frappé une bonne fontaine, et là, quelqu'un a appelé le 911. Dans ce temps-là, le gars ne regardait pas la caméra, et là, on aurait pu voir sa caméra que le véhicule partait avec quelqu'un à l'intérieur et Julie. Ces images-là, on ne les a jamais eues. Donc, moi, je me suis battu. Le premier combat que j'ai mené en 2023 à Sherbrooke avec M. Bolduc, c'était que les caméras, pourquoi que les caméras n'enregistrent pas à plein temps ces vidéos-là, alors qu'à Trois-Rivières, je prenais l'exemple de Trois-Rivières, qui enregistrait des photos depuis des années parce qu'il y avait eu des feux dans les poubelles au centre-ville. Donc, j'avais dit au maire de l'époque, M. Perrault, est-ce que protéger la vie des femmes est aussi important que protéger des feux de poubelle? Et c'est à partir de là que j'avais eu gain de cause. Et depuis ce temps-là, on prend des vidéos à plein temps à Sherbrooke. Donc, on a élucidé depuis ce temps-là 3 enlèvements de femmes. Donc, ça, c'était le premier combat où je me suis fait connaître sur la place publique, où M. Bolduc s'est joint à moi. Et à partir de là, ma famille savait que j'allais mener un combat qui va durer toute ma vie. Oui, parce que ce n'est pas terminé. On y reviendra tantôt. Ouais. Vous êtes à la retraite du Sénat, mais vous avez encore des projets, vous avez encore envie de vivre. J'ai quitté le Sénat. Mais pendant, encore là, je dis, vous avez encore envie de vivre. Ça a-tu été difficile, à l'après-Julie, de se donner la permission de vivre, d'avoir du plaisir, de continuer à regarder en avant? C'est important ce que tu amènes là parce que les premières familles que j'ai rencontrées suite à l'annonce que l'association allait se créer, ça c'est quelques mois avant la première rencontre qui a eu lieu en décembre 2004, déjà des familles m'appelaient chez moi parce que souvent quand j'allais en entrevue, on mettait mon numéro de téléphone en dessous, donc on me téléphonait et je constatais à quel point les familles qui m'appelaient étaient figées dans le temps, étaient encore figées à la journée où leurs proches avaient été assassinés. Ces gens-là n'avaient pas bougé, étaient comme sclérosés. Le criminel, en plus d'avoir tué un enfant, un père ou une mère, était en train de les tuer à petit feu, tellement ces gens-là avaient resté dans l'événement plutôt que regarder en avant, apprendre à se reconstruire, se rebâtir, recréer ses rêves, Et je constatais aussi à l'époque combien il y avait des dégâts collatéraux. Parce que souvent, ce qu'on voit dans les médias, c'est la victime puis le criminel, mais on ne voit pas les grands-parents, on ne voit pas les sœurs et les frères, les oncles, les tantes. Et là, je constatais que les dégâts collatéraux dans le couple qui perd un enfant assassiné, chez les frères, étaient énormes et ça, c'était insoupçonné. Et à l'époque, les familles dont une personne était assassinée n'étaient pas reconnues par la loi comme victimes, donc ne recevaient aucune aide psychothérapeutique. Tout ce qu'on envoyait, c'était un chèque de 600 $. C'est poté pareil quand on pense à ça. Ça n'a comme pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens dans la mesure où on sait que le criminel, dès qu'il va rentrer dans le pénitencier, il va passer 2 ans à être évalué, savoir quelle sorte de programme on va lui donner. Puis ensuite, il s'en va dans un pénitencier où il va avoir le droit à toutes sortes de privilèges, la roulotte en arrière, la télévision. Il va nous coûter 160 000 $ par année, alors qu'on va donner 600 $ à la famille dont un criminel a enlevé la vie. Effectivement, c'était inconcevable à mon avis. Donc, déjà au départ, je savais ce que j'avais à changer, ce que j'avais à améliorer. Puis, comme j'ai dit tantôt, je n'ai jamais regardé en arrière et mon combat a été de toutes les instants. Ouais.
Puis je lisais dans ma recherche que j'ai faite tantôt que cette association-là, ça a aidé plus de 700 familles. Aujourd'hui, l'association compte au-delà de, je pense, c'est 750 familles qui sont membres. Hey. Ouais. C'est énorme quand on regarde ça sur une longue période. C'est triste, période. c'est le fun que c'est pas le fun, mais c'est heureusement que l'association est là pour eux, mais c'est d'une tristesse incroyable. Puis je regardais aussi, parce que s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont été victimes, là, et la hausse d'assassinats chez les femmes, je lisais qu'entre 2018 et 2022, c'est une augmentation de 60 %. Quand on regarde les données sur les femmes assassinées au Québec, juste au Québec, depuis 1989, depuis la tuerie de la Polytechnique, c'est au-delà de 1200 femmes et enfants qui ont été assassinés au Québec, la majorité dans un contexte de violence conjugale. 1200. Fait que c'est énorme. Et quand j'ai vu dernièrement, parce que JE a fait une émission sur les vols d'auto, 5 ministres, le lendemain, qui sortent en conférence de presse pour annoncer un sommet sur les vols d'auto, et que depuis 8 ans, moi, depuis 22 ans que je dénonce la violence faite aux femmes, tu le dis, 60 % d'augmentation des féminicides depuis les 5 dernières années, alors qu'il y a eu 50 % d'augmentation des vols de véhicules, puis qu'on va être plus préoccupé par des vols de véhicules que des vols de vie. Moi, ça me renverse. Ça me renverse, mais ça donne en même temps un sens à mon engagement politique là, par rapport à la violence faite aux femmes.